Investir dans des structures durables et connectées, c'est le sujet de l'émission que nous produisons maintenant avec deux invités. Jean-Christophe Louvet, qui est le président de la commission développement durable de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, et Hervé Biancarelli, qui est vice-président de Connexion 21. Alors messieurs, en introduction, j'ai demandé de présenter vos deux structures. On va commencer par la FNTP. Alors la FNTP, donc Fédération nationale des travaux publics, une structure qui fédère aujourd'hui 7500 entreprises. Il n'y a pas si longtemps, c'était 8000. 250 000, 245 000, 250 000 salariés. Des entreprises de toute taille, c'est une vraie spécificité de notre profession, puisque plus de 60% des entreprises de notre fédération comptent moins de 10 salariés. 25% moins de 250 salariés, 6% moins de 500 et 1% plus de 500. Donc on voit bien le grand dispatching que ça représente. Et si on prend les effectifs salariés dans chacune des entités, on bascule pratiquement les équilibres inverses. On renverse les équilibres. Voilà. Quelques mots, monsieur Biancarelli, sur Connexion 21. Alors, Connexion 21, c'est toute jeune association, loi 1901, dont le lancement a été effectué le 19 avril 2016, donc c'est vraiment très récent. Nous sommes 25 membres, nous n'avons pas du tout la taille de la FNTP, ni l'ancienneté, mais la FNTP nous soutient absolument, et un des adhérents, un des membres fondateurs d'ailleurs de Connexion 21. C'est une association dont l'idée est de faire la promotion des infrastructures durables. Voilà. Parce que là où nous nous rejoignons totalement, c'est le fait que les infrastructures en France, malheureusement, nous n'investissons plus assez dans toutes les infrastructures, notamment les routes, mais pas seulement. Et pire, le patrimoine, aujourd'hui, n'est pas conservé. Au sein de Connexion 21, on trouve quel type d'entreprise ? Alors, on trouve toutes sortes d'entreprises de la filière au sens large. On trouve des fournisseurs de matériaux, c'est pas du ciment, par exemple, des fournisseurs de matériel, des machines de TP. On trouve des entreprises de distribution, j'en suis moi-même un exemple. On trouvera ultérieurement de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Nous voulons représenter la diversité complète de notre grande filière du TP, que l'on confond souvent avec le bâtiment. Nous voulons vraiment faire la différence entre bâtiment et travaux publics. Et en fait, travaux publics, on veut dire, si on parle à des consommateurs, à des citoyens qui ne sont pas des spécialistes, il vaut mieux qu'on leur parle d'infrastructure, peut-être que ça leur parlera un petit peu plus. Sachant que dans l'infrastructure, on rentre bien sûr aussi l'énergie, on rentre bien sûr. l'Internet, les routes, les chemins de fer, les aéroports, le rail, effectivement, les voies navigables. Tout type d'infrastructure permettant de relier, on va dire, les hommes. Alors, vous avez tous les deux, enfin vos associations, enfin votre association et votre fédération, tous les deux des slogans, ou en tout cas des leads bien forts. Pour la FNTP, c'est croissance verte, investir dans les infrastructures pour réussir la transition écologique. Et pour Connexion 21, c'est la France de demain se décide aujourd'hui. Vous dites tous les deux, et je donne la parole en premier à Jean-Christophe Louvet, si on n'augmente pas la part d'investissement dans les infrastructures en France, on va au-devant de gros problèmes d'ici 2030, pour faire simple. Donc ça se traduit par quoi en termes de demande et entre guillemets presque d'appel au secours? Alors, on dit un peu plus que ça. On dit que si on n'investit pas dans des infrastructures et des infrastructures durables, on va au-delà de graves problèmes demain. Si on se limitait aux seules infrastructures, on serait assez vite taclé, pour reprendre votre propos sportif de tout à l'heure, et taxé de clientélisme en disant voilà, vous cherchez simplement à faire votre business et vous voulez aller chercher de l'argent public. C'est pas du tout l'esprit qui nous anime. Ce que l'on dit, c'est un lieu commun de dire aujourd'hui que le monde change, que le monde bouge, que le monde évolue. Et on précise aujourd'hui que ce changement-là tournera à la catastrophe s'il n'est pas accompagné par la construction et la mise en place d'infrastructures. Vous avez précisé à juste titre, et c'est sans doute le plus facile à défendre, les mutations et les transformations qu'il y a au niveau de l'énergie et des communications. Notre métier, nos métiers, c'est de construire ces outils à la fois de production et de distribution d'énergie.
Aujourd'hui, on est confronté, pour ce qui concerne l'énergie, à une situation totalement nouvelle, totalement inédite. Jusqu'à maintenant, produire de l'énergie, c'était mettre une source de production, un gros tuyau qui diminuait de dimension tous les 10 km, et on allait comme ça jusqu'au dernier réutilisateur, au dernier consommateur, en espérant que le tuyau quand même sera encore en charge quand ça arriverait chez lui. Aujourd'hui, on redistribue complètement les choses. On part sur des constructions à énergie positive, donc des constructions qui vont renvoyer de l'énergie, ce qui fait qu'à n'importe quel point du réseau, on peut renvoyer soit à gauche, soit à droite de l'énergie. Toute la conception qui avait été envisagée précédemment ne fonctionne plus. Le deuxième grand sujet, le numérique. Le numérique est un outil essentiel du développement de demain, et même d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que je rappelle aussi toujours que dès 1985, on nous parlait des autoroutes de l'information et on ne les a toujours pas construites. Donc on a pris un peu de retard quand même, et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'on aurait à les faire. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil, effectivement, à la fois pour la vie quotidienne de l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises, mais aussi pour les administrations, mais aussi, c'est un élément essentiel dans le suivi, dans l'accompagnement en matière de santé, en matière d'agriculture. Aujourd'hui, on ne sait plus faire déjà sans ça. Aujourd'hui, on est en retard croissant, patent. On peut parler des infrastructures liées au déplacement, à la mobilité. Certes, on nous dira encore du goudron. Le goudron, ça fait juste 60 ans qu'on l'a abandonné. Par contre, on se penche aujourd'hui sur la construction de transports en site propre. On est très attentif à tout ce qui se passe autour des transports décarbonés. Et puis, je le dis, et c'est bien plus qu'un slogan, la route reste le premier réseau social. C'est quand même le premier outil qui permet de mettre des gens en relation. Je veux bien qu'on m'invente un monde sans route. À ce moment-là, on sera tous en avion et ce sera une autre histoire. Mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Hervé Biancarelli, fait-on assez pour maintenir notre réseau de communication routier en France ? Non, clairement, nous ne faisons pas assez. C'est bien un sujet sur lequel nous nous rejoignons totalement. Seulement 5% des réseaux routiers fait chaque année l'objet de réparations, de travaux d'entretien. C'est totalement insuffisant. Clairement, on fait des pansements aujourd'hui. Et ça, on le sait bien. Il suffit de voir, par exemple, qu'il y a l'existence d'une application mobile sur smartphone qui s'appelle needpool.fr. Le simple fait qu'une application comme ça... On a vu le Parisien sortir un très gros dossier récemment là-dessus. Oui. Voilà, c'est pas pour en faire la pub, mais c'est un peu dommage qu'on arrive là. On voit les accidents routiers qui augmentent. Donc moi, l'objet, c'est pas tellement de dire... Bon, c'est un constat. Aujourd'hui, on ne fait pas assez. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions qui existent. Les professionnels que nous sommes avons des solutions, et certaines très économiques pour la collectivité. Donc c'est ça que l'on a envie de mettre en avant. Alors les chiffres, on nous dit qu'il y a un besoin de 400 millions de mètres carrés à réparer par an, et en fait seulement 3 millions font l'objet d'un renforcement. Donc il y a une sorte de dette grise là qui est en train de se constituer. Et là, on ne parle que d'infrastructures classiques. Là, je parlais principalement des routes parce que c'est l'exemple le plus simple, du très classique. Mais comme le disait Monsieur Louvet à l'instant, c'est déjà la base. Je rejoins parfaitement cette notion de premier réseau social. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. L'adduction d'eau potable, bon, les gens s'habituent à voir l'eau couler au robinet, on n'y pense même plus. Mais aujourd'hui, le réseau se dégrade, vieillit à toute vitesse. Un quart de l'eau potable part dans la terre. C'est un coût pour la collectivité qui est considérable, et puis c'est un désastre sur le plan écologique. C'est la ressource la plus rare de l'humanité. En fait, les Français ne le savent pas, mais ils imaginent que la détresse hydrique, ça ne concerne que l'Afrique subsaharienne. C'est faux. La détresse hydrique arrive en France, malheureusement. Donc il faut se préparer à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des très belles entreprises qui sont capables de le faire. Après, il faut effectivement qu'il y ait de l'argent à investir. Ça, c'est plus compliqué. On parlait du haut débit tout à l'heure. On peut dire... Alors, il y avait l'autre jour un débat ici même sur le haut débit et un intervenant qui disait que pour lui, la France était bien équipée. Mais j'ai entendu depuis beaucoup de gens qui m'ont soutenu l'inverse. Alors là, je m'inscris en faux sur ça. Ah, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que on parle beaucoup de dépenses publiques en ce moment, hein, surtout dans le débat électoral, ça a ravivé ce sujet. Les dépenses publiques, c'est comme le cholestérol, hein. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Si on parle de dépenses de fonctionnement, bien sûr, on peut émettre un certain avis critique, voilà. Mais mon propos n'est pas ça, c'est de parler de ce qui est bien.
les bonnes dépenses publiques sont celles qui consistent à entretenir déjà le patrimoine qui nous a été légué par les générations antérieures, de manière à laisser à nos enfants quelque chose au moins aussi bien que ce que nos ancêtres et nos pères nous ont laissé, mais surtout de continuer à valoriser ce patrimoine, à l'entretenir, parce qu'on parle de qualité de vie des gens et on parle d'économie. Et donc on peut faire à la fois de rénovation, entretien de patrimoine et à la fois des économies sur le plan financier. Le Français veut payer moins d'impôts, on peut concilier les deux. Alors, je reviendrai vers vous dans un instant pour parler effectivement de la route durable, hein, de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour non seulement entretenir, maintenir, mais faire des routes qui durent, hein, qui durent dans le temps. Je voudrais aborder avec vous, Monsieur Louvet, les aspects financiers. Vous dites grosso modo dans la plaquette que vous avez devant vous et dont j'ai un résumé devant moi. Je vais rappeler d'abord, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'est 40% de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, moins 30% de consommation d'énergie fossile et 32% d'énergie renouvelable. Ça, ce sont mes chiffres, enfin, les chiffres de la TECV. Et vous dites, il faudrait, pour réussir la transition écologique avec les infrastructures, avec un grand I d'ici 2030, rajouter chaque année 0,4% du PIB en plus. Oui, alors tout le monde ne connaît pas le montant du PIB, donc tout le monde ne sait pas ce que veut dire 0,4. On va être plus direct, c'est 8 milliards d'euros par an qu'il faut rajouter. Alors, il n'y a pas que ces engagements-là. Si on essaye, et c'est déjà un exercice important, c'est celui que nous avons fait en fait, mais nous ne l'avons pas fait de mémoire, si on veut bien vouloir se souvenir de tous les engagements qui ont été pris au fil du temps, année après année, pour nous promettre effectivement et pour nous préparer le monde de demain, ce qui est le travail fondamental des responsables politiques, eh bien, et à partir d'une addition simple, basique, hein, donc on a simplement repris tous les engagements qui avaient été envisagés et on a additionné et on a regardé ce que ça donnait pour la 2030. Le résultat est très clair et très précis, ce sont 8 milliards d'euros qu'il faut ajouter. Oui, ajouter donc 8 milliards d'euros additionnels aux dépenses qui devraient être engagées chaque année pour entretenir le patrimoine ou réinvestir là où c'est nécessaire. Ce chiffre-là nous amène à un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros par an. C'est le chiffre d'affaires intramuros, enfin, sur le territoire national des entreprises de travaux publics en année courante. Aujourd'hui, on est à 36. Alors, comment trouver cet argent? Alors, là, on entre au cœur du débat. Alors moi, déjà, je suis entrepreneur, mon métier, c'est de construire des infrastructures, pas de les financer. Cela dit, on a travaillé le sujet et on a quand même quelques idées. La première chose, et sans doute pas la moindre, il faudrait déjà commencer à se poser la question de ce que ça va coûter si on ne commence pas à dépenser maintenant. Ce serait merveilleux si ça ne coûtait rien, si ça ne coûtait rien de ne rien faire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on regarde le coût de l'inaction, on s'aperçoit qu'il y a déjà une partie des 8 milliards qui sont déjà largement couverts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, investir 8 milliards, c'est pas investir à fond perdu 8 milliards. C'est produire de la valeur ajoutée qui elle-même est source de revenus. Comment vont faire les usines de la grande maison qui emploient monsieur si demain elles ne sont pas reliées les unes aux autres et si elles ne sont pas fichues d'amener leur production jusqu'à leurs clients? Aujourd'hui, pour reprendre l'exemple qui a été pris, les fuites d'eau. Aujourd'hui, c'est 1 litre sur 2 qui reste dans la nature, indépendamment de la catastrophe environnementale que ça représente. C'est un coût, c'est de l'eau qui a été extraite, pompée, non consommée, qui n'est pas facturée. Si, aujourd'hui, elle est facturée, puisqu'elle entre dans le coût de revient de l'affaire. Voilà. Ça suffira pas. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, ça ne suffira pas. Il y a une deuxième notion qu'il faut bien prendre en compte. Aujourd'hui, on ne va pas construire des infrastructures pour faire plaisir, et c'est pas du tout le sujet, c'est pas notre propos aux entreprises de travaux publics. Elles doivent répondre à un usage. Si cet usage est affirmé, confirmé, eh bien, après tout, on pourra, et il faudra sans doute le faire, demander à l'usager aussi de participer au développement. Là encore. Donc fiscalité. Oui, ou droit d'usage, ou paiement à l'usage, Il faut aussi reconnaître que tout service doit aussi, à un moment ou à un autre, être pris en charge financièrement.
point d'étape dans cette discussion. On sait qu'on est très endetté, un peu plus de 2000 milliards de dettes, que tous nos politiques nous disent qu'ils veulent relâcher la pression fiscale, hein, c'est ce qui a été fait. Après, on est revenu en arrière, puis on nous dit qu'on va encore faire un pas de côté. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour le faire. Donc ce que vous demandez, c'est est-ce que trouver de nouvelles sources de financement, ou redéployer certains moyens sur ces infrastructures? Les deux, mon capitaine. Les deux. Nous sommes des chefs d'entreprise. On oublie simplement que ça, c'est notre lot quotidien. Investir, s'endetter pour produire demain et retrouver l'équilibre, c'est notre job, et quand on nous voit, on voit bien qu'on ne le fait pas depuis hier. Donc on n'a vraiment pas de honte à prendre la parole là-dessus. Encore une fois, l'immobilisme, ne rien faire, ce serait catastrophique et ça va coûter quand même. Donc, et on entrerait dans un cercle vicieux qui pourrait nous emmener dans des profondeurs abyssales. Donc de toute façon, ne rien faire, ce serait déjà, ne pas investir, c'est déjà, et il n'y a pas que moi qui le dis, on a pu le dire l'autre jour déjà à votre micro, ce serait déjà une erreur. Et ensuite, investir dans des équipements qui vont composer un capital, un patrimoine collectif, c'est la nature même des infrastructures, c'est engager l'avenir, mais de façon positive, dès lors qu'on le fera de façon intelligente. Il est bien évident, et là le terme de durable, et j'ai commencé par ça, le terme de durable prend tout son sens. Ça demande effectivement une nouvelle approche conceptuelle, de nouvelles méthodes de construction, et puis sans doute une nouvelle approche en termes de résilience, de capacité à faire vivre, entretenir et voire modifier le niveau d'usage et l'intérêt de l'infrastructure. Là, il y a de la matière grise, là, il y a des compétences à stimuler. Elles sont présentes dans les entreprises de nos fédérations, mais pour l'instant, elles sont à l'arrêt. C'est ça ce qu'on veut, veut faire. Et sur le déploiement d'investissement, le redéploiement d'investissement, en deux mots? Alors le redéploiement d'investissement, bien sûr, on entre là sur un champ politique qui fait débat. Il n'y a pas besoin quand même d'être grand clair pour voir qu'il y a des choix et qu'il y a des choix importants à faire. Et les infrastructures ont été l'une des variables d'ajustement ces dernières années. Je pense qu'on arrive au terme de l'exercice et que, de toute façon, là, on ira dans le mur si on ne le fait pas. Il y a assurément des niches. Il y a des pistes d'économie à faire pour venir remettre ça sur le marché. Il y a un chiffre que je voudrais donner. On n'est pas très tapageur sur le sujet. J'ai dit 40 milliards de travaux. Là-dedans, il y a du privé, il y a des choses qui font l'objet de redevances. Vous enlevez tout ça, vous faites le ménage. Je vous incite à faire le calcul. Le coût, l'investissement en ouvrages et en infrastructures de travaux publics par habitant par jour est inférieur à 1 euro. Inférieur à 1 euro. On ne vienne pas me dire que la France aujourd'hui n'est pas capable de trouver les quelques centimes qu'il faudra remettre dans le commerce. Ça a le mérite d'être clair. Hervé Biancarelli, je lis en préparant l'émission, je lis dans vos mémos le côté lobbyiste un petit peu de Connexion 21, interpellé, aiguillonné, demandé constamment. C'est un petit peu l'objectif que vous vous êtes fixé. Le lobbyiste, je ne sais pas si c'est le terme. Disons qu'on veut alerter. En France, c'est un terme qui est mal perçu, voilà, mais bon, c'est pour ça que, dans les pays anglo-saxons, voilà, tout à fait. Pour moi, je sais que c'est un terme neutre, mais voilà. On veut, en tout cas, on ne représente pas une profession parmi d'autres. Enfin, ce que nous poussons, c'est l'idée qu'il faut investir dans les infrastructures. Oui, cette idée nous paraît noble. Vraiment, on est fiers de défendre cette idée. Parce que Jean-Christophe Louvet disait à l'instant, il faut investir. Vous posiez vous-même le problème des financements. A-t-on les moyens de ça? En fait, la vraie bonne question, c'est est-ce qu'on a les moyens de continuer ce qu'on fait? Parce que ça va coûter plus cher. Il faut alerter l'opinion française, c'est ce que nous voulons faire, sur le fait qu'il faut investir, il faut réparer le patrimoine. Sinon, ça va coûter encore plus cher. Donc oui, on veut porter ce message le plus clairement possible. Et quand vous dites l'opinion française, ça veut dire les citoyens. On entend 1 euro par citoyen, donc ça veut dire grosso modo citoyen. C'est à vous de construire et à vous engager pour votre avenir. Et je vois, moi, pardonnez-moi, je ne vois que alors effectivement la redevance, ça peut être une solution, mais la fiscalité, c'est encore ce qui est le chemin le plus rapide pour faire entrer les sous dans les caisses.
C'est une idée que vous acceptez, ça? Mais complètement. Regardez, le financement du Grand Paris. On va remonter au 19e siècle, si vous voulez. Quand au 19e siècle, fin 19e, on décide de faire le métro à Paris. On crée finalement un financement et un emprunt sur 70 ans. Et ça a été totalement rentabilisé et pour le grand bonheur des gens. Parce que s'il n'y avait pas le métro, ça aurait été franchement infernal. On est en train de se reposer exactement les mêmes questions sur le Grand Paris aujourd'hui, qui est un projet majeur. Et heureusement, c'est un très très beau projet. C'est pour le bien-être des Franciliens, c'est pour avoir plus de confort, plus de rapidité, pour éviter les kilomètres dans tous les sens, pour éviter la pollution. Bon. Or, le paradoxe, c'est qu'il y a un certain nombre de Franciliens qui vivent ça comme un problème. Ah, encore des travaux, encore des ennuis. Mais il faut bien que les gens fassent le lien entre cette nécessité, voilà, de consacrer un peu de temps, d'investissement, un petit peu d'argent à ça, et au final, je vais prendre une parabole beaucoup plus simple. Quand vous avez votre maison, si vous ne réparez pas votre maison, si vous ne l'entretenez pas, quand vous la réparez, ça vous coûte 2 fois plus cher. Par exemple, si vous ne faites pas la peinture des volets, le jour où vous changez les volets, vous devez tout changer. Les routes, on peut prendre un exemple. Quand on arrête, si on n'entretient pas une route, et je pense que M. Levet ne me démentira pas, ça coûte jusqu'à 15 fois plus cher parce qu'il faut la reconstruire. Et les Allemands sont en train d'en faire la meilleure expérience. Voilà. Ils ont laissé leur route en jachère pendant plusieurs années. Les Allemands, les Canadiens, les Américains. Donc si on fait du lobbying, oui, on fait un lobbying très clair au niveau de l'opinion publique pour alerter ça. Je voudrais alerter jusqu'à nos responsables politiques parce que c'est un thème qui n'est malheureusement pas beaucoup porté et pas compris. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur Internet. Là, alors, sur les infrastructures, comme vous disiez, votre métier, c'est de construire des routes et pas de les financer. Comment se fait-il qu'en France, on n'ait pas définitivement réglé le problème du haut débit? Avec des opérateurs, 3 grands opérateurs historiques. Vous ne pouvez pas échapper à la question, parce que si on parle que de route, on va dire, vous parlez que de votre cœur de métier. C'est quand même une question qui est prégnante. SFR, Bouygues, Orange, un petit pays, la France est un petit pays, qui est montagneux, il y a des plaines, du littoral, enfin il n'y a rien d'extraordinaire. Comment se fait-il qu'on n'ait pas du haut débit partout? Si j'ai la réponse, je suis ministre demain. Je suis bien placé géographiquement, j'aurai aucun problème. Je vais quand même vous donner ce qui n'engage que moi, oui, mais parce que on n'a pas eu forcément de grands débats sur le sujet, même si on a de grands motifs d'agacement, parce qu'effectivement rien ne bouge. Je pense qu'on souffre d'un mal typiquement français sur le sujet. Je parlais tout à l'heure de Monsieur Fabius, Premier ministre, qui nous parlait de ça. Les autoroutes de l'information, on était en 1986. On voulait faire des autoroutes, on était en train d'ergoter, de discuter pour savoir s'il fallait les faire à 3, 4 ou 5 voies. On discute encore, il n'y a toujours rien de fait. Et je crois que c'est un peu le drame. C'est un petit peu le sujet pour savoir qui va le faire. C'est toujours mieux quand c'est l'autre qui fait, que c'est l'autre qui finance, mais qu'on garde quand même, et on n'est pas français pour rien, un peu quand même la main sur le projet, oui, mais pour pouvoir l'amener. Par parenthèse, une route départementale gérée par le Conseil général, ça c'est pas payant. C'est une route que vous empruntez qui est gratuite. Donc la charge revient au département qui fait appel à des entreprises comme la vôtre ou peu importe pour réparer. Là, on a des opérateurs qui perçoivent des abonnements, qui perçoivent des coûts, qui facturent des coûts de communication. Donc là, on n'est plus du tout dans la même logique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de gratuité. On paye pour un service qu'on n'a pas. On est sur un modèle économique qui, à mon point de vue, n'est pas totalement abouti sur ce genre de produit. Sur autoroute, les concessionnaires ont bien maîtrisé le sujet. C'est différent. On est là sur des sujets qui sont loin d'être aussi évidents en termes d'équilibre économique et de modèle économique. Moi, je ne suis pas aussi certain que ça qu'un opérateur qui va découler une fibre. D'abord, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une contribution, il y a un partage entre les investissements entre le public et le privé, qui donne lieu à des négociations qui n'en finissent pas. Parfois, le public veut rester tout seul. Parfois, le public ne veut pas y aller. En fonction des départements, on a des choses qui sont un peu différentes. On a actuellement les régions qui viennent abonder les projets. Les opérateurs, suivant les appels d'offres qui partent, qui repartent, on repart sur des études à zéro. On a une migration et des évolutions et un glissement de la campagne vers les villes. Donc du coup, on a tendance à moins investir en campagne et à surinvestir en ville. Alors qu'il va bien falloir... Voilà. Et puis derrière, on a quand même aussi des évolutions technologiques très très rapides, ce qui fait qu'on a des obsolescences
par nature qui arrivent très vite en place. Donc c'est pas mon cœur de métier, mais j'ai bien compris qu'il y avait quand même là, je dirais, une équation économique qui n'était pas aussi simple que ça à définir. C'est comme ça que je l'entends. Maintenant, on est là, effectivement, à attendre d'avoir défini l'équation pour commencer à démarrer les travaux. Et là, ça devient un petit peu compliqué. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui se précisent si je regarde un petit peu ce qui se passe, mais on aura quand même mis du temps. La route verte, Monsieur Biancarelli, parlez-moi de cette route verte, elle existe ? Oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions très pratiques qui existent déjà aujourd'hui et des solutions pour demain. Alors, on peut faire des routes durables. La route verte, ça consiste déjà, par exemple, à utiliser des granulats. Alors, le granulat, c'est un terme bien savant, c'est sable et gravier, parce que je pense prenons des termes simples. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise à 90% du sable et des cailloux de carrière, et à 10% seulement des produits issus du recyclage. Voilà. On pourrait facilement doubler, enfin facilement, il faut le faire, c'est quelque chose, mais qui est tout à fait dans l'ordre du possible. Il y a un potentiel d'utilisation extraordinaire. Nous recevions Lafarge Holcim hier, je crois, sur ce plateau, qui fait des efforts remarquables dans ce domaine. Il y a plein d'efforts qui sont faits partout, et ça, on peut le faire. L'idée, c'est de faire le minimum de mouvement, finalement. L'idée, c'est sur chantier, sur site, de traiter les déblais de déconstruction de routes ou d'immeubles. Prenons l'exemple du Grand Paris. J'aime bien cet exemple parce que c'est vraiment le cœur de la discussion en ce moment. C'est un gros chantier. Il va y avoir 250 km pratiquement de nouvelles voies de métro, le métro donc périphérique. Il va y avoir 68 gares gigantesques qui vont être construites, des hubs de connexion. Donc, et puis il va y avoir des quartiers complets qui font toutes les zones 400 mètres autour des gares, etc., vont faire l'objet de chantiers gigantesques. Typiquement, vous avez un exemple d'endroits où l'on doit faire le maximum, là c'est juste du bon sens, de déconstruire, utiliser les granulats pour faire les remblais, et donc ça existe déjà. Ça, c'est la route verte. Je pense que il y a une très belle... Une très belle action, par exemple, qui s'appelle le projet Recibéton, qui a été lancé. C'est un des exemples pour l'introduction de granulats recyclés systématiquement dans tous ces projets. Voilà. Mais vous avez aussi de la route verte, vous avez des initiatives beaucoup plus innovantes, avec par exemple, et là on est plutôt sur la recherche un petit peu expérimentale, vous avez l'utilisation par exemple d'algues vertes qui pourront être un jour utilisées en tant que liant hydraulique en remplacement des bitumes traditionnels. On sait que dans les TP, l'innovation est permanente. Comme vous dites, le goudron a été abandonné. Enfin, le goudron. Alors, le goudron a été abandonné au profit du bitume, mais c'était il y a très longtemps. Oui. Et en fin de compte, l'explication est simple. C'est que le goudron est un déchet dont on ne savait pas quoi faire, donc on l'a mis sur les routes. Et quand on a commencé à mettre des voitures et qu'il a fallu les équiper, les fournir en carburant, on a généré du bitume, donc qui était le déchet, qui était ce qui restait. On ne savait pas où le mettre, on l'a mis sur les routes. Et là, aujourd'hui, effectivement, le sujet de la route verte, c'est de reprendre des déchets qui sont générés par les déconstructions d'ouvrages et d'infrastructures pour les relancer et les faire retourner vers ces ouvrages-là. Il y a aussi la route intelligente, la route connectée. Alors, je vais être un peu loin dans l'innovation, mais ça fait partie aussi, je dirais, d'une infrastructure intelligente et durable. La route connectée, il y a toutes les... On entend beaucoup parler aujourd'hui de la Google Car, par exemple, ou de l'équivalent. L'idée, c'est de mettre des capteurs dans les routes, que cette route soit permette donc de guider automatiquement des véhicules. On puisse bouquiner quand on fait un Paris-Marseille, par exemple. Voilà. Exactement. Donc là, on y va à toute vitesse. À horizon 2020, c'est demain. 2020, nous aurons en France les premières voitures qui vont circuler sur des routes connectées. Donc c'est pas de la science-fiction. Maintenant, on y arrive. Et ça, c'est merveilleux. Sur le sujet... la route va, a priori, on en est aujourd'hui quasiment tous convaincus, sortir de sa seule fonction d'élément support à la mobilité. Effectivement, elle va être connectée, elle va transmettre des informations. On a ici sur le salon la route qui produit l'énergie. Il y a d'autres systèmes qui sont en cours d'expérimentation pour capter la chaleur, alors, soit pour la transformer effectivement en énergie électrique, pour s'en servir aussi en dispositif de déverglaçage l'hiver. Dans des zones de montagne, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Je ne suis pas certain qu'on soit en mesure aujourd'hui de faire l'étendue du catalogue de ce qu'on pourra faire avec la route, et que la route devienne autre chose qu'un endroit où on vient balancer les déchets en essayant de... Effectivement, oui, c'est porteur d'avenir et d'espérance pour la profession. Le projet Wattway, par exemple, un des projets qui me paraît absolument extraordinaire.
Si on- Produire de l'énergie. tout simplement utiliser les technologies du photovoltaïque pour produire de l'énergie donc gratuite. Donc c'est un projet de Messieurs, Sanofi. j'espère qu'on n'a pas trop parlé de route, mais encore que bon, une infrastructure, elle est aussi routière. On n'a pas parlé du rail, on aurait parlé du RER à Paris, par exemple, qui est en très mauvais état et qu'il faut lui aussi, parce qu'on n'a rien fait pendant plusieurs années, faute de moyens, entretenu. Donc j'espère qu'on n'a pas trop parlé de route, mais en tout cas, on a bien compris que vous étiez déterminés à ce que on investisse massivement dans les infrastructures, on va dire les routes, aussi bien l'eau, les canalisations, Internet avec la fibre, même si c'est pas, comme vous l'avez dit, très simple. J'espère que vous réussirez. Moi, je suis tout à fait partant pour, peut-être pas vous aider, mais en tout cas vous soutenir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, bonne fin de Salon Polytech. Merci. Merci à vous. On se beaucoup. retrouvera plus tard pour une nouvelle émission. Au revoir.